Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 13e étape de ce Tour de France. On va voir un petit peu qui sont les favoris, le parcours, la météo. Il y aura des petites modifications au niveau de la météo parce qu'en fait j'ai enregistré la météo là à la fin de la partie présentation et en fait entre le moment où j'ai enregistré donc la partie cet après-midi avec le tourisme et toute cette portion-là, je l'ai fait cet après-midi. Et là, à l'heure où je vous présente la vidéo, donc il est 22 h, la météo a bien changé. Donc je suis obligé de faire un petit rectificatif au niveau de la météo. Voilà, je vous laisserai les deux météos, comme ça voilà, vous verrez laquelle vous convient le mieux. C'est surtout que ça m'arrange au niveau montage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui est sont vos favoris pour cette étape, qui est votre grosse cote. N'hésitez pas aussi à regarder la start list. Alors j'essaye de la mettre à jour dès qu'il y a des abandons qui sont annoncés. Mais voilà, là vous avez une start list qui doit être à jour de 23 h normalement. Donc voilà, s'il y a des abandons, vous le savez. Et puis normalement dans la matinée, je refais une modification de la start list dans l'onglet, dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche. Comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et si vous n'avez pas les moyens ou que vous ne voulez pas mettre d'argent à YouTube, ce que je peux comprendre, eh bien, plus vous cliquez rapidement sur une miniature ou une notification, plus la vidéo est mise en avant. Eh bien, une nouvelle étape pour Sprinter. Alors celle-là, on est sûr qu'elle arrivera pour les sprinters parce que déjà, l'étape d'hier, même si elle a été rapide, a été pour les sprinters, c'est-à-dire qu'il y a quand même des coureurs qui ont récupéré un petit peu. Et surtout, demain, c'est les Pyrénées. C'est-à-dire que je vois assez peu d'équipes partir en échappée sur cette étape, en sachant qu'il y a un week-end dans les Pyrénées qui va quand même être difficile. Surtout, en fait, c'est un week-end qui va être... Les étapes vont être usantes. Parce qu'en fait, il y a des étapes avec beaucoup de dénivelé positif. Il y a une étape avec 5000 mètres de dénivelé positif dans les Pyrénées. Même s'il y a pas mal de transitions entre les cols à chaque fois sur les deux étapes, ce qui est un petit peu le défaut. Mais on va avoir des grosses journées de cyclisme. Étape avec un parcours assez plat. Il y aura certes quelques bosses dans la dernière heure de course, mais qui ne devrait pas mettre en difficulté les meilleurs sprinters, surtout on va dire les sprinters qui dominent depuis le début de ce Tour de France. Donc voilà, nouveau sprint sur cette étape, possiblement avant-dernier sprint, peut-être même le dernier, parce que Nîmes, si vous avez des bordures, ça ira pas au sprint. Et du côté de l'étape, je crois, de jeudi prochain, pas sûr et non plus que ça aille au sprint sur cette étape-là. Donc on verra ça au moment venu. Dénivelé positif, 1905 mètres, c'est la 13e étape dans ce classement. Donc c'est un peu moins qu'hier, hein. On est sur 100-200 mètres de dénivelé positif en moins. Et puis en montagne, on est sur 2 points. Donc là encore, c'est pas très rémunérateur sur cette journée. On regarde tout de suite la présentation du parcours. Présentation de cette étape numéro 13. On part de Agen pour aller du côté de Pau. Voilà, vous voyez une étape de transition avant le week-end pyrénéen. 166 km, donc plus court que la veille. On est sur une étape vraiment de transition. Première partie de journée, vous voyez, on passe à Mézin, Nérac, on passera à Casaubon, à Nogaro. Parce que vous vous souvenez la dernière étape de Nogaro, la chute de Jakobsen, notamment, et le sprint remporté par Philipsen sur le circuit automobile. On passera à Madiran, la côte de Blachon, 1,6 km à 6,1 de moyenne, c'est au kilomètre 127, côte de 4e catégorie. Une deuxième côte, la côte de Simacourbe, 1,8 km à 6,6 de moyenne, ça c'est au kilomètre 136,5, donc on sera à 30 km de l'arrivée. Il y aura encore une dernière bosse dans les 25 derniers kilomètres de 800 mètres à 6,6%. Et puis ensuite on arrive à Morlas et Pau pour le final de cette étape, donc une vraie étape de transition, plus simple que l'étape de la veille, plus courte aussi, il faut bien le dire. Et en fait, à part ce passage entre le kilomètre 116 et le kilomètre 142, vous avez quelques côtes, après ça devient quand même un peu plus plat sur cette journée.
On regarde un petit peu les difficultés du parcours. Alors les routes ressemblent beaucoup à celles d'hier, celles qu'on avait dans les 70 derniers kilomètres de la veille. Donc il y aura assez peu de différence, on sera plutôt sur des routes larges, type grosse départementale ancienne nationale. Et puis dans le final, c'est comme la veille, avec 5-6 km en ville. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, on arrive un petit peu plus avant. Sauf que c'est quand même pour moi un peu moins technique. En fait, la seule zone technique, c'est entre 1 km 1 et 500 mètres de l'arrivée. Donc vous voyez ici où il y aura 1, 2, 3 virages en fait, à prendre. Et donc on aura 2 intersections sur la gauche et une traversée de rond-point. Voilà. Sur cette zone-là. Et puis après, bien, on arrive sur une route finale avec 7,50 m, 8 mètres de large, donc plus large que la veille à Villeneuve-sur-Lot. Donc je dirais que ça me semble un peu moins technique là, de ce qu'on voit là sur la carte, de ce que j'ai vu également sur Vélo Viewer, par rapport à ce qu'on pouvait avoir la veille. On regarde tout de suite le patrimoine. Et oui, beaucoup de choses à voir du côté du patrimoine à Agen. À Agen, vous pouvez voir cette magnifique église. Alors, c'est l'église d'Agen. Hop, que je retrouve. C'est l'église. Là, je suis sur pause, donc ça ne va pas le faire. Voilà, sur les notes. Agen. La cathédrale, pardon, 5 après, c'est pas une église, c'est une cathédrale du XIIe au XIXe siècle, style roman et gothique, édifiée sur l'emplacement d'une basilique épiscopale construite au VIe siècle, saccagée par les Normands en 853, ils n'étaient pas gentils les Normands, puis restaurée, elle constituait initialement une collégiale, saccagée de nouveau en décembre 1561, elle devient en 1791 un magasin à fourrage, avant d'être réouverte en 1796 et de devenir la cathédrale officielle d'Agen en 1802, en lieu et place de l'ancienne cathédrale Saint-Étienne en ruine, monument historique depuis 1862, patrimoine mondial parce qu'elle fait partie des chemins de Compostelle, voilà, cette cathédrale. Mais vous avez également le musée des Beaux-Arts aussi. Je vais vous afficher à l'écran le musée des Beaux-Arts. Hop là, il est ici, il est là, il est magnifique. Ce musée des Beaux-Arts, fondé en 1876, est logé dans 4 superbes hôtels particuliers de la Renaissance, dont les hôtels de bord et d'estrade classés au monument historique depuis 1903. C'est l'un des musées les plus riches du Sud-Ouest, particulièrement réputé pour son ensemble d'œuvres espagnoles des 18e et 19e siècles, parmi lesquels 5 exceptionnels tableaux de Goya. Vous avez également des natures mortes flamandes et hollandaises. Vous avez également des peintures de Champaigne, le Tintoret également. Donc voilà, beaucoup de beaux bateaux, de beaux tableaux. Pas du tout des bateaux. Et la section archéologique expose des objets du Lot-et-Garonne. La collection des époques celtiques et gallo-romaines en constitue un des aspects majeurs. Et puis, dernier élément à voir à Agen, c'est le pont canal, construit en 1841. Voilà, ici, ce pont canal, qui est un pont suspendu donc, du 19e siècle, qui permet de traverser la Garonne en naviguant à sens unique de la ville d'Agen, située sur la rive droite, à celle de Passage d'Agen, située sur la rive gauche. Entièrement maçonné en pierre de taille, il est le deuxième plus long pont-canal de France, mesurant 539 mètres et composé de 23 arches. Donc vraiment, là aussi, assez impressionnant. On poursuit du côté de notre balade, on quitte Agen pour aller du côté de Nérac. Et à Nérac, vous avez un magnifique château-musée. Donc château-musée de Nérac, que je vais rattraper ici. Ça, c'est après 17 km de course, ce château de Nérac. Donc le château-musée du XIVe siècle alors je pense qu'il y a eu une erreur au XVe siècle, musée ouvert en 1873 et installé dans le château en 1934. C'est un style Louis XII, c'est une demeure seigneuriale qui est mentionnée en 1088. Les Dalbret deviennent ensuite officiellement seigneurs de Nérac en 1306.
D'abord lié à la maison d'Armagnac, il se rapproche alors des rois de France et le château de Nérac est reconstruit entre les XIVe siècle et XVIe siècle au moment de l'apogée de la maison d'Albret. Il comprenait 4 corps de bâtiments. Le château fut démantelé sous la Révolution française. Alors, le musée présente des collections archéologiques retraçant l'histoire du pays d'Albret, de la préhistoire à la conquête romaine, ainsi que des souvenirs de la maison d'Albret et de la cour de Navarre. Monument historique depuis 1862, musée de France et maison des illustres. Je peux vous dire que ça veut dire que c'est un musée de qualité. Voilà. Ce musée. Vous avez également une maison des conférences, style Renaissance, qui est également présente dans ce village, dans cette ville quand même, petite ville de Nérac, 6800 habitants. On poursuit du côté de notre visite de cette région avec Poudenas, que je vais retrouver ici, qui est avec un château un peu plus récent, je crois le château de Poudenas, qui date du XIIIe siècle, un style médiéval, construit par les seigneurs de Poudenas, vassaux d'Édouard Ier, duc d'Aquitaine et roi d'Angleterre. Le château défend la vallée de la Gélise, donc quasiment au début de la forêt landaise. Fortification militaire jusqu'au XVIe siècle, le château est alors décoré de fenêtres à meneaux qui ouvrent le donjon au nord et au midi. 100 ans plus tard, remaniement orne la cour intérieure de 2 terrasses soutenues chacune par 4 arcades. Vous voyez ici les arcades, et d'une triple galerie rappelant une villa italienne. Alors, une amie de Lamartine, on en avait parlé du côté de Mâcon, Stéphanie de Vierieux, qui est morte dans ce château en 1873. C'est un monument historique également, depuis 1984. Aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser pour des mariages, voilà, ou des locations pour des événements. Ce n'est pas une visite, véritablement, que vous aurez à l'intérieur. On poursuit avec Nogaro. Et Nogaro, bien entendu, connu pour son circuit automobile, le circuit Paul Armagnac de Nogaro, construit en 1960, qui a accueilli donc une étape du Tour de France l'année dernière. Au départ, vous aviez des courses à l'intérieur de la ville de Nogaro. Le circuit est construit en 1960, inauguré le 3 octobre de cette même année. Il prend le nom du pilote gersois Paul Armagnac, mort en course à Montlhéry en 1962 lors des 1000 km de Paris. Le tracé s'inspire de celui de Sebring en Floride. Alors là, c'est quand même... Sebring, vraiment? On est sûr, entre les deux circuits? Ça s'inspire de loin de Sebring. Il fut ainsi le premier circuit automobile français permanent, mesuré lors de sa création 1752 mètres de long sur 12 mètres de large. Et désormais, il fait 3120 mètres depuis 1963. Depuis 1973, il comporte 8 virages et 64 stands. Vous voyez, tout le bâtiment des stands que vous voyez au loin là, avec la tour, eh bien tout ça, ça a été refait en 2007, parce qu'en fait on a déplacé la ligne de départ. Et donc il y a eu des épreuves de Formule 2, le Grand Prix de France moto également à 2 reprises, parce que la 3e fois il y a eu des grèves, le championnat de France de Superbike tous les ans, et puis vous avez également les coupes de Pâques, le championnat de France FFSA, qui se déroule du côté de Nogaro, bien entendu lors du week-end du lundi de Pâques. Voilà, sur ce circuit. Mais ouais, je suis pas convaincu véritablement par rapport à Sebring. Parce que regardez la carte de Sebring, regardez la carte de Nogaro. Il n'y a pas vraiment c'est juste parce qu'il y a la longue ligne droite qui, c'est vrai, peut faire penser aux lignes droites le long de l'aéroport. Mais Sebring, c'est déjà un circuit qui est extrêmement bosselé. Et c'est un circuit qui était sur un ancien aéroport. Voilà. Le circuit de Sebring, il est très grand en plus Sebring. Il y a peu de passages très techniques à Sebring. C'est surtout des passages très rapides. Bon, donc je ne suis pas vraiment convaincu par ce que dit le site du Tour de France là-dessus. On passe à Madiran. Madiran qui est connu en fait pour son vin rouge. Un vin, donc à consommer avec modération bien entendu, qui est un vin rouge français produit dans le département du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. Vignoble de 1300 hectares établi sur des terrains sédimentaires. Produit des vins rouges très puissants et charpentés. Les accompagne la gastronomie régionale, le canard et les viandes en sauce au grillé. Donc c'est des vins de corps, vraiment avec du muscle, ces vins-là.
Véritable vignoble qui débute par la fondation d'un monastère en 1030. C'est vrai qu'à l'époque, les monastères, ça carburait bien à l'alcool. Et puis la renommée du Madiran est alors assurée par les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle qui, bien entendu, pour se restaurer un petit coup de Madiran, t'as vu, le vin il est pas mal. Et quand ils reviennent, ils disent ça à leurs copains, à leur famille, tiens, bois du Madiran. Donc, la légende veut que l'occupation du Béarn par le prince noir devant en 1360 prince d'Aquitaine permit aux Anglais de découvrir le Madiran. Voilà. C'est donc un vin de garde qui se bonifie durant une dizaine d'années. Faut pas le boire tout de suite, il faut attendre un petit peu. Et c'est une AOC depuis 1948. Donc voilà, vous pouvez boire ce vin-là. Et puis on passe désormais à la ville d'arrivée, après Madiran, non pardon, on passe à Morlas avant. Vous avez une église, voilà, à Morlas, j'avais oublié de le signaler. Voilà, Morlas, capitale du Béarn également pendant près de 2 siècles. Entre 1080 et 1260, Morlas en a conservé un riche patrimoine, avec cette église Sainte-Foy, de style roman du XIe siècle, joyau de l'art roman qui frappait de sa beauté les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle et les touristes d'aujourd'hui. Elle fut commencée au XIe siècle sous le régime de Centulle V. Elle présente un portail du plus grand intérêt, œuvre romane avec un tympan sculpté de type languedocien. Voilà, la restauration par Viollet-le-Duc a été décidée en 1857, achevée en 1903. On peut aussi noter une crypte romane sous le chœur. Et puis on arrive du côté de Pau. Alors à Pau, bien entendu, vous avez ce jardin, ce parc à Pau, à la gloire du Tour de France. Je rappelle que Pau est la ville du Tour de France, s'appelle le Tour des Géants. Et donc vous avez des totems, voilà, avec le nom et la photo du vainqueur de l'année concernée, ainsi qu'un texte rédigé par l'écrivain Christian Laborde. Des totems de près de 2 mètres de haut qui forment un monument permanent disposé dans un écrin de verdure au Bois Louis, à proximité du stade Philippe Tissier. Vous avez également un QR code. Il est possible d'écouter un texte traduit en plusieurs langues. Voilà. Donc, si vous aimez le Tour de France, vous pouvez aller du côté de Pau voir ce Tour des Géants. Là, vous voyez notamment la photo de Stéphane Roche, 87, Giro, Tour, championnat du monde. Pour Stéphane Roche, ça reste un triplet assez incroyable. Vous avez également le musée, musée château de Pau, qui est un musée national. Le château qui a été construit entre le XIIe siècle et le XIXe siècle, château médiéval et composite. Alors vous voyez, il est posé sur un éperon rocheux qui domine un gué du Gave. Les fondations du château de Pau remontent au Moyen-Âge. Henri IV y vit le jour le 13 décembre 1553. Alors, il abrite d'importantes collections consacrées à Henri IV, ainsi qu'un grand nombre de tapisseries et son berceau carapace y figure toujours en bonne place. Le château a été restauré sous Louis-Philippe. Résidence de prestige pendant 2 siècles, le château est devenu en 1926 un musée dédié à Henri IV. Voilà, si vous voulez tout savoir sur Henri IV et pas seulement son cheval blanc, eh bien vous pouvez voir ce musée national Château de Pau. Et puis on termine avec le boulevard des Pyrénées que vous voyez à l'écran désormais, ce boulevard des Pyrénées qui est un boulevard qui donne en fait sur les Pyrénées. Vous voyez sur près de 150 km la chaîne des Pyrénées, vous avez une balustrade sur 850 mètres qui sert un petit peu de rambarde d'orientation. Vous pouvez trouver ça à plein d'endroits. Donc voilà, ça peut également vous être intéressant d'y aller. C'est Jean-Charles Alphand qui a décrit ce projet en disant qu'il manquait à Pau la promenade des Anglais de Nice. Le boulevard est donc conçu comme une réplique montagnarde de la promenade des Anglais, dont on terminera le Tour de France dessus. Et cette promenade au bord d'un abrupt en balcon totalement artificiel représente une prouesse technique et esthétique qui structure et organise depuis sa création le développement urbain. Je rappelle que vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur Pau, sur le site du Tour de France. On termine bien entendu avec la spécialité locale. La spécialité locale, elle n'est pas de Pau, elle est du côté d'Agen, avec bien entendu les pruneaux d'Agen, qui sont connus
partout. Alors les pruneaux sont venus de Chine par la route de la soie jusqu'en Syrie, et ce sont les Romains qui en propagent la culture, le séchage jusqu'aux portes de la Genée. Voilà, ils vont planter plusieurs variétés, dont la prune Saint-Antonin aux prunes morines. D'autres variétés de prunes de Damas sont rapportées ensuite au XIIIe siècle. Et donc les moines de Clairac, par greffage avec les pruniers locaux, ont sélectionné cette nouvelle variété de prune dente. Cette nouvelle variété à peau fine, d'une belle robe mauve, est bien adaptée au territoire du sud-ouest. Alors, au milieu du 19e siècle, c'est l'âge d'or du pruneau de Jeun, avec 70 000 tonnes par an fabriquées et plus d'1 000 tonnes exportées chaque année en Amérique du Nord. Voilà, c'est comme ça qu'on a le pruneau également qui s'implante en Californie, en Argentine et au Chili. Après des années plus difficiles en raison des 2 guerres mondiales, la production de pruneaux d'Agen regagne ses lettres de noblesse avec l'obtention d'une IGP en 2002 par l'Union européenne. Alors moi, le pruneau d'Agen, je trouve, c'est pas le meilleur truc au monde, quoi. C'est pas mon truc préféré. On passe tout de suite du côté de la météo, de cette étape du Tour de France. On part d'Agen pour aller du côté de Pau, avec un temps qui devrait être un peu moins orageux que la veille. C'est-à-dire que vraiment, on devrait avoir des conditions qui sont quand même légèrement plus ensoleillées, et donc on devrait avoir un vent assez léger, hein, voilà, sur cette commune, enfin sur ce parcours, pardon, hein, du côté de Pau. Également, on devrait avoir voilà, des conditions climatiques qui seraient bien meilleures. Je voulais vous donner avec précision la météo sur Pau, mais j'ai effacé ma page de la chaîne météo, donc je suis obligé de la remettre. Autant vous dire qu'aujourd'hui j'ai une connexion internet qui marche du feu de Dieu, mais les températures sont quand même, voilà, on reste entre 28 et 30 degrés hein, sur cette étape, et avec des conditions climatiques qui devraient être vraiment un peu moins nuageuses, un peu plus ensoleillées. Voilà, avant d'arriver dans les Pyrénées. Donc il faudra faire attention encore une fois avec les indices UV. Ça va taper fort du côté du soleil. Donc là, il faudra faire attention de ce côté-là. Mais bon, normalement, les coureurs sont maintenant un petit peu habitués à la chaleur. On en a eu du côté du départ, du côté d'Italie. Donc ça devrait pas trop poser de problème aux coureurs désormais du côté de Pau. Donc on verra ça du côté de la météo, on verra si les coureurs sont en difficulté sur une étape qui devrait plutôt être pas trop mauvaise pour les coureurs. On regarde tout de suite l'histoire du Tour de France. Comme je vous le disais donc précédemment, la météo qui a légèrement changé, enfin qui a même beaucoup changé en fait, hein, parce que normalement je ne revérifie pas la météo pour tout vous dire. Quand je vous donne les informations, après je ne revérifie pas la météo, à part parfois le matin. Sauf que là j'ai vu qu'il y avait des orages dans un lieu, dans le Languedoc-Roussillon par exemple. Je me suis dit, ah, est-ce que ça peut... Et j'ai vu des grêlons aussi en Aquitaine pendant le journal de 20h de France 2. Je me suis dit, ah, ça peut peut-être... la température, les conditions climatiques peuvent peut-être avoir changé. J'ai bien fait de regarder parce que désormais, en fait, on a une température qui est bien plus faible que l'étape d'hier. On est sur du 19-20 degrés grand maximum. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un orage. Et puis surtout, on aura du vent qui sera plus fort que ce qui était prévu, avec un vent de nord. Vraiment plein nord normalement sur cette étape. Donc les coureurs vont plutôt être poussés, mais il faudra se méfier, hein, parfois 40 km/h. Donc à la limite de la Bordurasse. L'histoire du Tour de France. Alors bien entendu, Pau, l'histoire du Tour de France à Pau, c'est difficile de faire le tri. Alors, on se souvient tous notamment de la victoire de Julien Lafilippe sur un contre-la-montre. C'est la dernière victoire d'un Français sur un contre-la-montre, c'était en 2019. La victoire d'Arnaud Démare également en 2018, où il avait battu Christophe Laporte, doublé français. On se souvient également des 2 victoires de Pierrick Fédrigo en 2010 et 2012 dans les Pyrénées notamment. On avait eu également Mercado en 2006, Oscar Pereiro en 2005, c'était avant sa victoire sur le Tour de France l'année d'après, du côté d'Oscar Pereiro. Et puis voilà, je crois qu'on a bien fait le tour des étapes.
Oscar Pereiro, oui, qui avait remporté donc cette étape-là en 2005, parce que c'est vrai qu'il a remporté le Tour de France en 2006 sans gagner une étape en 2006. C'est un peu une particularité. Oscar Pereiro, qui avait passé voilà, quelques années chez Caisse d'Épargne, également une période chez Phonak. C'est vrai qu'au niveau de page, on peut avoir des doutes également sur Oscar Pereiro, surtout qu'il a fini sa carrière chez Astana pour le coureur espagnol, donc qui a récupéré le Tour de France 2006 suite au déclassement de Freilandis, mais bon, des fois, il y a le petit miracle des déclassements, celui qui était après, on peut avoir aussi des doutes, et puis on se souvient qu'à Pau également, c'était en 95, on avait rendu hommage à la mort, le lendemain de la mort de Fabio Casartelli dans cette course, voilà, le jour d'avant. Ça avait été vraiment un drame dans le monde du cyclisme. Du côté d'Agen, alors peu d'arrivées à Agen, en fait il n'y en a qu'une seule. C'était en 1951, Hugo Koblet qui allait remporter cette édition devant le regretté désormais Raphaël Gemignani pour 22 minutes. Et bien cette année-là, il s'impose en partant en échappée en solitaire. 2 minutes 32 de gagné. Ah, c'était autre chose que les petites attaques de Pogacar. Et il avait réussi à gagner sur cette 11e étape. Et il avait gagné face à Gemignani 22 minutes. Là aussi l'écart, c'était un autre cyclisme. Dernière étape qui est passée par Agen, même partie je crois d'Agen, c'était en 2000. Agen-Dax, une étape de sprint avec la victoire de Paolo Bettini, donc qui avait dû résister au sprinter Bettini, qui avait battu donc Gerd Verheyen, pardon, et José Angel Vidal, Didier Rousse et Eric Zabel. Je pense que le groupe des baroudeurs avait réussi à résister aux sprinters. Ça devait être la première victoire de Bettini sur le Tour de France. Ça va peut-être pas s'afficher rapidement, mais je dirais que c'était la première victoire de Bettini. Moi j'aurais dit ça. Hop là, sur le Tour. Est-ce que je vais avoir cette information là? Victoire sur le Tour de France. Non, parce que ça fait pas partie de ses plus belles victoires selon Pro Cycling Stats. Bettini qui avait remporté notamment 5 étapes sur la Vuelta, hein. 2005, 2006, 2007, 2008. Ça va pas me l'afficher rapidement. Donc 2000. Oui, première victoire sur un grand tour même pour Bettini. Bettini qui a la particularité d'avoir fait les 3 grands tours, d'avoir gagné des étapes sur les 3 grands tours. C'est même sa seule victoire sur le Tour de France. Je pensais qu'il en avait gagné une autre, mais là il est fini 2e en 2003. Je pensais qu'il avait une autre victoire, Paolo Bettini. 8 Giro, 4 Tours de France, 5 Vuelta, voilà, dans la carrière du coureur italien. Également double champion du monde, il faut s'en rappeler, champion olympique également. Et 2 fois vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, l'un des plus gros palmarès sur les classiques, hein. Paolo Bettini. On passe désormais au coureur du jour. Eh bien, coureur du jour, du côté de Agen, vous avez Michel Perrin. Michel Perrin, pourquoi je vous parle de ce coureur français? Parce que vainqueur quand même du Samin. C'était en 77, vainqueur du Grosse Preis des Cantons à Argo, en 71 également. 2 victoires seulement chez les professionnels, coureur cycliste de 68 à 77. 3e de Bordeaux-Paris en 69, par exemple 7e du Général du Tour de France en 73 pour le coureur français. Il y a également Fanny Ribeiro, concurrente de cyclisme féminin entre 2006 et 2016, notamment membre de l'équipe Astana lors de sa dernière année chez les professionnels. Jamais championne de France, 2 fois 3e, battue en 2012 par Marion Rousse, qui avait été championne de France en 2012, et puis en 2014, elle avait été donc battue par Marion Rousse et Julie Krasniak. Alors, Julie Krasniak, je n'ai pas souvenir de cette concurrente. Et en 2014, elle avait été battue, c'était pas de Wiesbaden en 2014? Ça va mettre encore 3 plombs pour s'afficher, je ne sais pas. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a eu un orage, ça a été compliqué pour uploader la vidéo de débrief. Donc je ne sais pas si ça va s'afficher. Bien entendu, on parle de Pau. Si on parle de Pau, en plus on va passer dans sa commune. Gilbert Duclos-Lassalle, bien entendu, 2 fois vainqueur de Paris-Roubaix,
Paris-Nice 1980 dans des conditions climatiques difficiles, une carrière qui s'étend quand même de 1977 à 1995 pour Gilbert Duclos-Lassalle, qui est resté en plus dans la même structure, hein, dans l'équipe Peugeot, qui est devenue ensuite Gann, mais c'était la même équipe. Donc voilà, vraiment fort. Et puis surtout, il s'en va sur une deuxième place. La dernière course chez les pros, c'est le Grand Prix d'Isberg dans le Pas-de-Calais, un lieu qui était cher. Au final, le Pas-de-Calais, il avait pris la deuxième place et il avait même remporté une étape du Grand Prix cycliste, de la Volta Ciclista al País Vasco, 19e de son dernier Paris-Roubaix dans sa carrière. Quand même, Gilbert Duclos-Lassalle. À Pau, eh bien, c'était aussi la ville de Stéphane Auger, vainqueur des 4 jours de Dunkerque en 2008. Cholet Pays de la Loire également. Bon sprinter français, Stéphane Auger, dans les années 2000. Il avait commencé chez Gann en tant que stagiaire. Il est passé par Jean Delatour, par Festina, par Cofidis. Et c'est vraiment chez Cofidis qu'il a eu ses meilleurs résultats dans sa carrière. Et il était même directeur sportif chez Cofidis. Aujourd'hui, il n'a plus de poste dans des équipes. Et puis, je voulais vous parler d'un coureur. C'est Thomas Lebas. Alors, coureur qui a fait une grande partie de sa carrière en Asie. Thomas Lebas, il avait commencé comme stagiaire chez Cofidis, mais il n'avait pas été conservé en 2008, et ce qui fait qu'il est allé au Japon, dans l'équipe Bridgestone notamment. Et pourquoi je vous parle de ce coureur-là? Parce que moi, je l'ai parfois eu dans mes équipes Pro Cycling Manager, parce que c'est un coureur qui n'était pas mauvais en montagne au niveau des stats Pro Cycling Manager, notamment vainqueur du Tour d'Indonésie, du Tour d'Hokkaido, des grosses courses voilà, au Japon. Il est toujours professionnel à 38 ans. Hein, et quand vous avez passé toute votre carrière dans des équipes continentales, alors certes des équipes continentales japonaises, donc souvent c'est des équipes où il y a quand même des moyens, on va dire, mais c'est quand même assez fort d'avoir une telle longévité de carrière. Cette année, 7e voilà, du Tour of Mersin, c'était en Turquie. 11e également du Kamoya Kinotsuki Road Race, une épreuve nationale japonaise. Voilà pour ses résultats dans sa carrière. Oui, ça ne veut pas s'afficher au niveau... Ah si, ça s'affiche. En 2014, donc, Fanny Ribeiro avait été battue par Pauline Ferrand-Prévot et Mélodie Le Sueur et Julie Krasniak. Voilà, c'est ça qu'on essayait d'avoir comme information. Mais là, je ne suis pas sûr qu'on arrive à l'avoir en temps et en heure. Julie Krasniak, 6e du Grand Prix de Plouay en 2008. Voilà. Et 2e des championnats de France donc en 2012. 9e du Trophée des grimpeurs. Voilà, souvent dans le top 10 des championnats de France. Voilà. Fille qui n'a donc jamais été professionnelle, Julie Krasniak. Ça me marque qu'elle a 36 ans. Alors, je ne sais pas si les informations sont justes sur Pro Cycling Manager. Pro Cycling Stats, pardon, pas Manager. Ouh là là, c'est pas simple. Il est 22h10, c'est compliqué. Du côté de ma stratégie, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de coureurs en échappée par rapport à hier où il y aurait pu avoir des intentions, mais c'est vrai que la chute a changé les choses. Là, je pense qu'on attendra vraiment l'étape de demain. Dans beaucoup d'équipes, on sait que demain, ça va être une grosse bagarre si on veut prendre l'échappée. Il va falloir vraiment être à plusieurs. On ne pourra pas se contenter d'un seul coureur. Il faudra vraiment que plusieurs coureurs soient au charbon. Donc là, je pense aujourd'hui, on sera plutôt sur une étape calme. À part peut-être certaines formations qui voudront quand même tenter le coup. Certains coureurs qui savent que demain, ils n'ont aucune possibilité d'être performants. Mais sinon, ça me semble compliqué. Du côté des favoris, allez, je tente des cotes aujourd'hui. Je tente Ackermann comme numéro 1. Et ben, il tourne autour quand même, hein, avec une belle formation autour de lui. Je tente Groenewegen. Hier, il s'est planté. Groenewegen, pas en place. Là aussi, c'était un peu compliqué. On n'a jamais réussi à se trouver, mais je me dis pourquoi pas. Girmay, bien entendu. Hein, il a gagné 3 fois. Il peut gagner 4. Hein, il est motivé. Surtout si Tennyson fait le même travail qu'hier. Et puis en grosse cote, je mets Arnaud Démare. Je ne sais pas s'il va réussir à rééditer sa performance d'hier, mais Pau, ça lui a déjà réussi. Ça peut être une étape qui peut lui convenir, Arnaud Démare. Peut-être avec une équipe encore plus motivée sur cette journée. Programme télé, départ fictif à 13h30. On passera à Poudenas. Alors je crois que c'est à 136 km de l'arrivée entre 14h36 et 14h40. Nogaro, le sprint intermédiaire sur le circuit à 77 km de l'arrivée entre 15h43 et 15h53. Côte de Blachon
À 38 km de l'arrivée, une côte de 4e catégorie entre 16h32 et 16h47. Pour une arrivée prévue entre 17h21 et 17h41. Eh bien, nous, on se retrouve après le débrief, après cette étape, pour faire le débrief rapidement en short et TikTok. Et puis, bien entendu, le débrief complet sur YouTube entre 21h et 22h. Vous en avez l'habitude si les conditions climatiques me permettent d'uploader la vidéo correctement. Parce que là, aujourd'hui, ça a été compliqué avec la 4G. J'ai la bande 4G qui a sauté, j'ai dû changer de téléphone, prendre le téléphone de ma mère. C'est un petit peu compliqué pour uploader cette vidéo avec la 4G dans de bonnes conditions. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!